On l'a vu, c'est pas facile. L'avenir n'est pas rose-rose et il faut se poser des questions sur comment faire autrement. Et depuis un moment déjà, je peux dire que les municipalités se questionnent là-dessus sur comment s'assurer d'avoir une assiette fiscale un peu plus intéressante qui va permettre de réaliser des nouvelles missions ou de partager des missions avec les autres paliers de gouvernement. Et c'est de ça qu'on va parler donc pour les prochaines 45 minutes. On va parler de soutenabilité financière, mais au niveau local. Et donc, avec nous, 3 personnes qui vont nous faire un portrait global, qui vont nous parler, parce qu'il y a des réalités fort différentes, des petites et des grandes municipalités. On sait qu'il y a 1100 municipalités au Québec, mais des municipalités qui ont plus de 10 000 habitants, il n'y en a pas des tonnes. Alors, on a un portrait un peu particulier. Alors, avec nous, Jasmin Savard, qui est directeur général de l'Union des municipalités du Québec. Oui. Bonjour. Daniel Pilette, qui est professeur à l'ESG-UQAM au département des stratégies, responsabilités sociales et environnementales. Merci beaucoup, Daniel, d'être là. Merci. Et bonjour. Vicky Lizotte, qui est FCPA, donc CPA, donc une comptable, mais qui est donc vice-présidente à la Commission municipale du Québec. Merci beaucoup d'être là. Alors, on y va sans plus tarder. On va plonger dans le vif du sujet. On va aller voir un portrait, justement, avec Jasmin. Jasmin, comme directeur général de l'Union des municipalités du Québec, vous vous êtes beaucoup creusé la nénette, comme on dit en bon québécois, pour trouver différentes options pour voir comment les municipalités pouvaient avoir cette soutenabilité-là. Alors, à vous la parole. Merci, Marie. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est une question récurrente, d'ailleurs, dans l'histoire des municipalités. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, la question des finances municipales, elle est fondamentale parce que les municipalités font face à des défis, parce que la question financière vient toujours en bout de ligne comme étant une considération. Et les municipalités se retrouvent aussi dans une situation où elles sont à la fin de la chaîne alimentaire, dans le sens où elles se retrouvent avec la responsabilité, mais ultimement, elles n'ont pas tellement la capacité de générer ou de créer de nouvelles sources de revenus. Donc, elles se retrouvent un peu entre l'arbre et l'écorce. Donc, c'est pour ça que c'est une question fondamentalement récurrente. Donc, quelques chiffres, je pense que Luc en a parlé un petit peu au départ, mais juste pour placer la situation, l'environnement financier municipal est quand même considérable. On parle d'à peu près 20 milliards de revenus à travers le Québec. C'est l'équivalent d'à peu près tous les ministères au gouvernement du Québec si on soustrait la santé, l'éducation et la solidarité sociale. Donc, on l'oublie, mais effectivement, c'est un volume quand même important. Donc, c'est très intéressant que la Chaire s'y intéresse. Évidemment, les municipalités, puis on le dit souvent, sont très concentrées sur le champ fiscal foncier. Donc, c'est parmi les plus concentrés dans les pays de l'OCDE. Ça a des avantages, ça a des désavantages. Et par contre, les municipalités bénéficient de beaucoup d'autonomie financière. Quand on regarde la part des transferts dans la somme des budgets, à peu près 13 il reste que c'est une grande autonomie financière. Donc, il y a quand même des avantages dans la situation financière des municipalités. Et bon an, mal an, lorsqu'on regarde donc, je le disais, une très forte concentration du champ foncier dans les revenus. Et lorsqu'on regarde, bon an, mal an, la croissance des revenus, elle est à peu près similaire à ce que le gouvernement du Québec a comme croissance de revenus. Toutefois, la croissance des dépenses dans un taux actualisé moyen se retrouve légèrement supérieur. Donc, en taux de croissance de dépenses, on voit qu'il y a une pression un petit peu plus importante du côté des dépenses. Ceci dit, comme je le disais, il y a des avantages à la fiscalité foncière concentrée sur le foncier. C'est relativement simple à administrer. Une très grande stabilité, d'ailleurs, on l'a vu dans le contexte de la pandémie. Il n'y a pas de choc immédiat en matière de revenus. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, il y a un lien qui est beaucoup moins marqué, beaucoup moins important en lien avec l'activité économique. Et ça, c'est une revendication traditionnelle des villes, d'avoir une source de revenus qui soit en lien avec l'activité économique parce qu'elles investissent dans l'activité économique. Et ça, c'est fondamental. Il y a trois grands enjeux qui touchent notre société et qui touchent aussi les municipalités. On pense au vieillissement de la population. Évidemment, le vieillissement de la population touche les municipalités, touche les finances municipales, mais en même temps, la réalité n'est pas pareille partout au Québec. On se retrouve dans une situation un peu à géométrie variable. La croissance de la population est plus importante dans les grandes villes. Le tableau que vous avez sous les yeux le montre. La croissance démographique dans les régions métropolitaines, qu'on pense à Montréal, Québec, Gatineau, le taux de croissance est plus rapide.
et il est beaucoup moins dans le milieu rural. Et ça, à long terme, c'est un enjeu dont il faut se préoccuper parce que les municipalités rurales ont un immense défi d'attraction et de rétention des jeunes parce que, ultimement, ça se traduit par une pression supplémentaire sur la fiscalité. Le vieillissement ne se passe pas non plus du tout de la même manière entre les municipalités. Les municipalités rurales, on le voit sur le tableau que vous avez sous les yeux, l'âge moyen est plus élevé dans les régions rurales et ça, à long terme, c'est un enjeu dont il faut se préoccuper. Il y a aussi une forte pression sur... la santé, mais pas la santé au sens des responsabilités municipales, mais en bout de course. On l'a vu d'ailleurs dans le débat sur les responsabilités policières. Il y a une pression des citoyens, de la réalité de la population sur des services municipaux comme la police pour des interventions psychosociales. Et ça exerce aussi une pression importante. Et le troisième grand enjeu, avant de passer aux enjeux plus spécifiques, c'est l'enjeu de l'environnement, qui a une pression immense sur à la fois les dépenses, où on doit investir dans la décontamination des terrains, on doit investir dans la lutte au changement climatique, l'adaptation. D'ailleurs, il y a une étude qu'on a publiée avec Ouranos qui évaluait à peu près à 4 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années tout l'investissement nécessaire pour rénover nos stations d'usine d'eau potable, investir dans l'adaptabilité de nos infrastructures. Et ça, c'est un enjeu majeur. Donc, autant de pression sur les dépenses qu'une pression aussi sur les revenus parce que on a des contraintes au développement. Ça fait partie de la réalité maintenant à laquelle on fait face. Contraintes milieux humides, on veut des milieux plus denses. Donc, il y a nécessairement une contrainte sur aussi les revenus. Et de façon, ça, c'est les grands enjeux qui touchent à peu près tout le monde, y compris les municipalités. Et il y a 4 autres enjeux qui sont spécifiquement, j'allais dire, qui concernent le monde municipal. Et puis je vais traiter plus particulièrement celui-là, c'est la dématérialisation de l'économie. L'économie est de plus en plus numérique. Et malheureusement, les villes taxent du bâti. Et le PIB, on le voit d'ailleurs, c'est un des tableaux qui est issu d'une étude qu'on avait réalisée en 2019, où le nombre d'unités manufacturières diminue, donc le nombre d'usines diminue. Pourtant, le PIB, il augmente, le produit que l'on produit. Mais malheureusement, les municipalités taxent des unités. Et ça a une incidence à long terme sur un certain effritement des valeurs foncières et un certain effritement aussi des revenus. Et ce qui se traduit, puis on va le voir en sortir de la pandémie, l'impact sur le commerce. Qu'arrivera-t-il avec le commerce, avec la croissance? J'ai sorti quelques chiffres sur la croissance de l'économie, la consommation en ligne. C'est fondamental. Et là, on va évaluer quel est l'impact sur le commercial dans nos municipalités. On le voyait avant la pandémie, on va le voir encore davantage au sortir de la pandémie, mais quelle sera la résultante sur les finances publiques locales? Parce qu'à la fin, puis je vais m'arrêter là-dessus, dans les 10 questions, je passerai à travers les 3 autres enjeux qui sont particuliers, mais c'est que dans le monde municipal, ce qui se traduit, quand on perd une certaine forme de taxation du commercial, on vient qu'à retaxer les survivants. Oui. Et là, le tableau, c'est le résultat des 10 grandes villes. C'est une étude qu'avait réalisée la Ville de Québec. On se rend compte que les pointillés en bas, on le voit, malgré une chute des valeurs foncières non résidentielles dans l'assiette fiscale des 10 grandes villes, il reste que les charges fiscales ont néanmoins augmenté. Ce que ça veut dire, c'est que même si on perd des revenus de commerce qui ferment, par exemple, bien, qu'est-ce que fait la Ville? On n'a pas le choix. À la fin, c'est une impasse fiscale. On doit taxer ce qui reste. Et là, on se retrouve dans un mini-cercle vicieux qui, ultimement, si on ne le prend pas à bras-le-corps, on va se retrouver dans une forme d'impasse fiscale. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit imaginer des nouvelles sources de revenus, comme le partage de la croissance de la TVQ qu'on a élaboré dans le dernier pacte fiscal. Je m'arrête là. On pourra continuer la discussion. Merci beaucoup, Jasmin. Bien oui, parce qu'on va avoir la chance, en tout cas, d'échanger. On va pouvoir creuser puis aller un peu plus loin. Parce que ce défi-là, Vicky, donc, dans les différents défis que Jasmin nous a présentés, ça frappe particulièrement les petites municipalités qui n'ont pas nécessairement les reins très solides pour les nouvelles responsabilités, pour tout ça. Elles doivent s'unir, penser autrement. Donc, vous allez nous brosser le portrait de ces plus petites municipalités-là. C'est bon. Alors, en fait, là, vous êtes avec la présentation des
Les grandes villes, par contre, pour moi, c'est Mme Guillet. peut-être moi qui n'avais pas le bon ordre. On peut faire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais Jasmin, Vicky, Daniel. Fait qu'on va faire Jasmin, Daniel, Vicky. Moi, je suis très... Donc, du plus grand, on va aller... Plutôt que d'aller du plus petit au plus grand, on va aller du plus grand au plus petit. Alors, Daniel, on va parler justement de ces défis-là. Mais les grandes municipalités ont des nouveaux rôles aussi qu'elles se voient octroyer ou qu'elles s'octroient elles-mêmes. J'imagine que ça augmente aussi le défi. Donc, on regardera si on touche à ça en période de questions. Oui, en période de questions, oui, voilà, parce que pour le moment, c'est un peu ma présentation, la continuité de ce que Jasmin disait, mais j'apporte une nuance par rapport à ce qu'il dit. Alors, les grandes villes, bon, si on regarde les grandes métropoles dans le monde occidental, parce que c'est pas le cas à Tokyo, mais les grandes métropoles dans le monde occidental augmentent toujours leur part de résidentiel. Alors, c'est pas propre au Québec, c'est le fait des grandes métropoles. Et ce qu'on voit, c'est que au Québec, les 10 plus grandes municipalités aussi, leur part de la valeur imposable résidentielle, elle augmente continuellement. Et donc, il y a des municipalités, la Ville de Montréal, par exemple, prend des mesures contre le transfert fiscal sur les autres non résidentiels en essayant de limiter, de répartir autrement là, la charge fiscale. Alors, donc, il y a un renforcement résidentiel, il y a donc une limitation de la surtaxe sur le non résidentiel à laquelle on arrive. Et le défi, c'est justement la diversification des revenus. Est-ce qu'on peut sortir de la taxe foncière? Est-ce qu'on sort déjà de la taxe foncière? C'est ce qu'on va voir, oui. On va vers toutes sortes de tarifications et ça permet de vraiment répondre à la mission allocative qui est centrale au cœur des municipalités, donner des services au prix coûtant, ni avec profit, ni avec perte, parce que de toute façon, dans les municipalités, on n'emprunte pas pour les dépenses courantes. Alors, les municipalités sont bien prémunies contre la tentation d'emprunter pour les dépenses courantes. Alors, la part résidentielle dans l'évaluation imposable, vous voyez que, bien, vous ne voyez pas l'historique, là, puis je n'ai pas mis 10 villes non plus, mais certaines, les plus grandes, disons. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est que si on regardait l'histoire, si on avait le temps de faire l'histoire, en général, la part du résidentiel, sur plusieurs décennies, là, c'est pas nouveau. La pandémie, c'est juste fournit l'occasion d'une accélération du phénomène. Mais le phénomène, c'est que la part du résidentiel dans l'évaluation imposable augmente d'à peu près 0,25 à 0,50 dans le pourcentage annuellement. Donc, évidemment, ça prend plusieurs années avant parce que c'est gros, là, la masse résidentielle et la masse imposable. Donc, on parle de gros bateaux et ça avance lentement vers de plus en plus de résidentiel. Quand même, on voit que les plus grandes municipalités au Québec sont à peu près entre presque 80 et 85 dans le résidentiel comme valeur imposable. Donc, leur assiette est là-dedans. Les autres paient une surtaxe qui est basée sur un multiple du taux de base de taxation. Quand on regarde, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les charges par logement, donc dans le fond par porte résidentielle, on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences quand même entre les plus grandes municipalités. Et ça doit refléter normalement les services, le niveau de service, si on veut, donné par la municipalité, le coût de ces services-là, parce qu'il y en a qui sont plus économes, d'autres moins économes, etc. Il y a dans la région de Montréal, par exemple, dans l'agglomération de Montréal, une municipalité dont la bibliothèque est ouverte tous les jours de l'année, y compris Noël et le jour de l'an. Alors, ça dépend de ce que les citoyens veulent se payer aussi comme service. Puis on voit que dans l'agglomération de Montréal, sur l'île, il y a des municipalités qui ont leur propre service de sécurité publique, en plus de la police. Alors, tout ça dépend de ce que les citoyens veulent se payer. Pour ce qui est de la diversification des revenus, alors on voit que c'est à géométrie variable. Là, ici, j'ai pris seulement la part des taxes de source foncière
en excluant ce qui est taxe d'autres sources que foncières. Par exemple, si on déneige selon les mètres de frontage, ce n'est pas là-dedans. Si on regarde uniquement les taxes foncières dans l'ensemble des revenus de fonctionnement des villes, bien là, on voit qu'il y a encore là des grandes différences entre les grandes villes au Québec, mais que, dans beaucoup de cas, la taxe foncière, elle est minoritaire dans l'ensemble des revenus de fonctionnement. Pourquoi c'est comme ça? Parce que non seulement on a voulu réduire la part du foncier, évidemment, avec le temps, on va s'en aller vers l'écofiscalité. Par exemple, la cueillette des ordures selon les volumes générés ou le poids généré, etc. Donc, même chose pour la consommation de l'eau, mais ça vaut beaucoup moins pour les grandes villes où est-ce qu'on a beaucoup d'hétérogénéité de modèles de consommation. Évidemment, ce sont les villes de 10 000 à peut-être 50 000 habitants qui ont plus d'homogénéité, qui ont plus d'intérêt à l'écofiscalité, par exemple, dans une grande ville, à moins qu'on considère une consommation normale après laquelle on commence à facturer. Bon. Mais aussi, ce qui a changé beaucoup, alors, c'est pas juste que les municipalités veulent, les grandes villes veulent réduire leur dépendance aux fonciers, mais c'est que ce qui a aidé beaucoup aussi, c'est la constitution des agglomérations avec des municipalités liées qui permettent le partage de certains frais et de beaucoup plus de frais. Par exemple, avec l'agglomération de Montréal, on partage beaucoup plus que ce qu'on partageait dans l'ancienne communauté urbaine de Montréal, par exemple, qui donnait des services de police, mais pas les services de protection contre les incendies, pas cour municipale, etc. Là, on a ajouté beaucoup plus de partage. La tarification des services, on en a parlé aux individus. Il y a des municipalités, là, quand on regarde Sherbrooke, bien, il y a des villes, même si toutes ne sont pas de la grosseur de Sherbrooke, qui sont retrouvées avec les années à offrir des services de distribution hydroélectrique. Oui. Alors, donc, ça permet de réduire. Évidemment, quand on regarde Montréal, par exemple, Montréal n'est pas si dépendante que ça au foncier. Mais pourquoi? Parce qu'on offre, même les services de policiers, à certaines occasions, sont tarifés au secteur privé pour certains événements. Et puis, il y a toute la question du stationnement à Montréal. Le stationnement montréalais, avec les amendes, les pénalités, ça rapporte quand même beaucoup à la ville. Alors, le secret là-dedans, c'est de voir quels sont les services qui sont utilisés, mais même pas par les propres résidents de Montréal. Alors donc, et puis, il y a toute la question des quotes-parts des municipalités, des autres municipalités qui sont membres de l'agglomération, mais qui, elles, vont avoir des niches particulières. Elles vont être beaucoup moins résidentielles. Par exemple, dans le cas de l'agglomération de Montréal, la ville de Montréal-Est ou même la ville de Dorval, sont beaucoup moins résidentielles et permettent donc jusqu'à un certain niveau, une certaine compensation pour le fait que Montréal soit plus résidentiel, donc ait proportionnellement, toute proportion gardée, moins de taxation non résidentielle. Alors, ça fait le tour. On voit que, finalement, il y a quand même un petit peu plus d'espace, hein? On sort un peu du modèle de la taxation foncière à proprement dit, puis on est capable d'aller chercher, si on est créatif, le moindrement. Puis moi, j'ai hâte, on va revenir aussi sur cette décentralisation de grandes villes comme Montréal avec l'autonomie de chacun des arrondissements, quelle dynamique ça peut créer. Alors, on y revient tantôt. Les arrondissements, c'est un peu une autre chose que les municipalités. C'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai hâte de voir un peu comment la dynamique se joue là-dedans. Là, on enchaîne avec les petites municipalités qui, elles, ont peut-être un peu moins de flexibilité. En tout cas, j'ai hâte de voir, Vicky, c'est quoi le portrait pour les plus petites municipalités? Oui, effectivement. Puis pour reprendre ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, effectivement, on a 1108 municipalités au Québec. Donc,
Moi, je vais travailler vraiment vous présenter des données sur les moins de 100 000 habitants. Et les données que je vais vous présenter sont celles du portrait qu'on a publié, que la Commission a publié en décembre 2019. Mais on a vérifié avec certaines données de 2019 et c'est très, très, très similaire. Alors, ceux-là, c'est les bonnes données. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. 2020 n'étant pas encore sorti parce que les municipalités sont en train de compléter leur rapport financier de l'année. Mais une chose qui est importante, c'est qu'au Québec, avec le nombre de municipalités qu'on a, on voit qu'on a 65 grosso modo, de municipalités qui ont en bas de 2000 habitants. Donc, on s'entend, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec, à Longueuil, Laval, peu importe. Donc, c'est très, très une dynamique qui va être assurément très différente. Si on prend, par exemple, dans les municipalités de 25 à 100 000 habitants, donc on va dire nos moyennes municipalités, à ce moment-là, ça représente à peine 3 des municipalités, mais ça représente quand même 40 de la population, alors que nos petites représentent à peine 15 de la population. Donc, on voit que c'est très, très différent d'une municipalité à l'autre. Ce qui est important dans le concept, on parle de beaucoup de viabilité financière. Donc, on a 3 éléments là-dedans qu'il faut parler. Donc, on va parler de durabilité. Donc, c'est notre capacité vraiment à acquitter nos obligations à court terme actuelles et celles futures aussi. Mais on va aussi parler de flexibilité. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi la marge de manœuvre que j'ai? Est-ce que j'ai des réserves financières? Est-ce que je suis capable? J'ai une capacité d'emprunt? Peut-être que les plus petites municipalités peuvent en avoir un petit peu moins. Et on a aussi un concept, en fait, de vulnérabilité. Donc, c'est quoi mon degré de dépendance? On parlait des subventions, des transferts. Donc, une municipalité, plus elle est dépendante de subventions qu'elle va recevoir, donc elle est plus vulnérable à cet élément-là. On a parlé beaucoup ce matin, Luc l'a amené, Jasmin aussi, tu l'as amené, que les municipalités, évidemment, au niveau foncier, on découle vraiment beaucoup de la taxation. Donc, dépendamment de la tranche de municipalité qu'on est, on varie, là, les chiffres varient. On a vu 60 quelques %. Moi, ce que je vous présente, c'est entre 70 et 80 %, mais c'est vraiment en fonction de la taille de la population. Et ce 70 %-là, il est composé, en fait, de 2 éléments, principalement, évidemment, basés sur l'évaluation foncière. On sait que dans les moins de 100 000 habitants, on a à peu près 2,3 millions d'unités d'évaluation, donc de maisons, de logements, tout ça, c'est quand même énorme. Et en 2018, ça avait une valeur foncière d'à peu près 570 milliards. On s'entend avec la pandémie et avec la hausse qu'on a connue dans les derniers mois. Donc, c'est sûr qu'en 2020, l'évaluation foncière des municipalités va être assurément différente. Ça ne veut pas dire que ça va coûter plus cher de taxes parce que le compte de taxes fait varier justement l'évaluation foncière avec ce qu'on a besoin comme revenu, mais quand même, c'est quand même assez important. En fait, aussi, les municipalités ont différents moyens d'aller se financer. Oui, il y a les taxes, mais ils peuvent procéder par règlement d'emprunt. Donc, ça, c'est les obligations municipales qu'on voit sur le marché. Et donc, la dette du gouvernement, pas du gouvernement, mais des municipalités, on est environ, quand on ne prend pas les données consolidées, on est à plus de 20 milliards de dollars des municipalités comme telles. Mais pour ce qui a trait aux municipalités de moins de 100 000 habitants, ça équivaut à peu près à 10 milliards que ça concerne. Mais avant d'embarquer plus spécifiquement dans la dette comme telle, je veux vous amener à c'est quoi, en fait, comment le citoyen va être amené à rembourser cette dette-là via ses taxes. Les gens qui travaillent avec moi savent que je suis quelqu'un qui est très visuel. Donc, on a essayé de mettre en concept, en image, un peu comment on détermine l'endettement total net à long terme. Ça, c'est vraiment la portion de la dette que le citoyen va être payé à payer via ses taxes. Donc, on est parti, en fait, d'un immeuble qu'on a mis 3 étages, où est-ce que là, c'est l'ensemble des dettes des municipalités. Toujours en fait, peu importe le nombre d'habitants. On sait qu'il y a une partie importante qui est quand même assumée par les gouvernements. Donc, ça, c'est notre 3e étage. Fait que ça, on l'enlève. C'est pas le contribuable qui va, en fait, le payer via ses taxes. Évidemment, les municipalités, Luc l'a dit ce matin, techniquement, ils ne doivent pas avoir de déficit. Voilà. On doit être en équilibre budgétaire minimalement. La loi prévoit que le budget, on doit avoir des revenus qui sont au moins égaux aux dépenses. Donc, les municipalités qui sont en déficit sont quand même, c'est quand même minime. Là, on parle d'une trentaine de municipalités sur les 1100, ce qui est quand même pas, on s'entend, c'est quand même pas majeur. Là. Mais donc, les municipalités ont quand même des excédents importants qui est de l'ordre d'à peu près 2 quelques milliards. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont importants. Donc, ça, on a déjà taxé les citoyens, on ne va pas les retaxer. Donc, quand on arrive à ça, on arrive à notre endettement net à long terme de la municipalité. Mais certaines municipalités, soit par leur taille, soit par efficience, peuvent décider d'avoir des services
Par exemple, d'utiliser les services d'évaluation foncière de la MRC ou d'utiliser un service d'incendie avec une régie intermunicipale. Donc, il faut rajouter cette quote-part-là à l'endettement parce qu'il y a un prix, évidemment, à ça. Donc, on vient chercher la quote-part de cet endettement-là. Et c'est là qu'on rajoute notre petit garage à l'étage qui nous reste. Donc, ça nous donne vraiment le petit garage, le premier étage, vraiment l'endettement total net à long terme. Et ça, c'est l'endettement qu'on va devoir pourvoir via les taxes qui sont chargées aux citoyens et via les revenus autonomes qui peuvent être importants dans certaines municipalités selon leur taille. Donc, sur le 10 milliards que je vous disais qui était en lien avec les 100 000 et moins, on voit que dans la tranche de municipalités de 0 à 2 000 habitants, en fait, le montant n'est pas très élevé. Par contre, la part assumée par le gouvernement pour les subventions est quand même plus importante. On voit qu'à peu près un tiers de la dette des municipalités de 0 à 2 000 habitants est assumée par les différentes subventions, alors que les 25 à 100 000, on voit que c'est à peine un petit peu plus que 10 %. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré cette part importante-là, par exemple, qui est subventionnée, si on regarde la dette de la municipalité en proportion de sa population ou en proportion de sa valeur foncière, bien, les petites municipalités sont quand même moins endettées que les plus grandes. Donc, c'est quand même un parallèle qui est intéressant puis qu'on n'aurait pas nécessairement tendance à penser. Ça m'amène à vous parler des infrastructures. Donc, les infrastructures, les immobilisations, c'est quelque chose de super important dans les municipalités. Écoutez, on a une valeur nette comptable, hein, vous l'avez dit, je suis CPA. Donc, moi, une valeur nette comptable, ça me parle. On a à peu près 30 milliards. Mais en fait, cette valeur comptable-là, ça ne veut rien dire pour pouvoir planifier le futur. Il faut connaître la valeur de remplacement. Donc, ça peut être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la valeur comptable comme telle. Mais ça, en fait, c'est très, très important de le connaître et c'est très important de le planifier. Et les municipalités doivent produire à chaque année un programme triennal des immobilisations au 31 janvier. Donc, il faut s'en servir effectivement pour bien planifier. On a publié un rapport sur l'information relative à la gestion des actifs. Ça peut être très intéressant si vous vous intéressez au sujet comme tel. Dernier élément, je vais faire vite. En fait, on a été assez innovateurs. On a mis en relation 2 indices. Donc, l'indice de vitalité économique qui est calculé par l'Institut de la statistique. Ça se fait à tous les 2 ans. La première année a été en 2016. Et cet indice-là prend en considération 3 facteurs. Dont, par exemple, c'est quoi le taux de travailleurs de 25 à 64 ans, c'est quoi la variation démographique de la municipalité et aussi le revenu total médian des 18 ans et plus. Donc, c'est un indice qui a une valeur de référence à 0. Donc, si on est dans le positif, ça veut dire qu'on est dans une situation favorable. Si on est dans le négatif, ça ne veut pas dire qu'on est dévitalisé, mais on est quand même dans une situation plus défavorable au niveau du développement économique. Donc, les municipalités vont devoir être plus imaginatifs. Et il y a beaucoup plus de municipalités qui sont petites qui se retrouvent dans ce secteur-là. On l'a comparé avec l'indice d'effort fiscal, qui, lui, est basé vraiment sur le taux de taxation, en fait, à ses citoyens, mais pour la même classe de population. Et cet indice-là, lui, il a une valeur de référence de 100. Donc, si on est en bas de 100, c'est qu'on charge des taxes, on va le simplifier comme ça, qui sont inférieures à celles de la même classe de population. Donc, c'est comme si j'ai de la place encore à taxer le citoyen. Ça peut être plate dit comme ça, mais j'ai de la place à taxer le citoyen par rapport aux municipalités de même envergure, alors que ceux qui se retrouvent supérieurs à 100, bien là, à ce moment-là, je taxe déjà trop. Donc, je vais aller au graphique peut-être plus global. On voit, en fait, on a les 1100 municipalités, sans les 10 grandes qui sont là-dedans. Et grosso modo, il y a à peu près le tiers des municipalités qui se retrouvent dans le cadran supérieur gauche. Ce cadran-là est le plus favorable parce que son indice de vitalité est supérieur à 0 et son indice d'effort fiscal est inférieur à 100. Donc, ils sont dans une bonne position. Le cadran le plus défavorable, évidemment, c'est celui inférieur droit, où est-ce que là, bien, les municipalités vont devoir utiliser beaucoup plus d'imagination, mais ce n'est pas perdu pour autant. Bien, c'est intéressant parce que dans les questions qu'on se pose souvent au Québec, c'est la comparaison avec l'Ontario. Donc, 800 à peu près, 800 municipalités pour une population moins 400, je pense. Ah, je suis rendue à 400. Bon, j'avais perdu le compte, je suis désolée. Donc, 400 municipalités pour une population de plus de 10 millions, tandis que nous, on en a 1108 pour une population d'à peu près 8 millions. Ça a quand même une incidence sur la soutenabilité financière. Est-ce qu'on devrait penser ou repenser des alliances ou des façons de voir
pour que ces municipalités-là continuent d'avoir peut-être leur identité, mais puissent vivre dans un contexte? Daniel, ça vous fait réagir? Ah oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et moi, je dirais, bien, au Québec, historiquement, on a toujours eu, de toute façon, beaucoup plus de municipalités. Puis la tendance se maintient, là, avec des performances différentes. Et à mon avis, pourquoi? Parce que quand... il y a un prix à la centralisation. La centralisation va faire qu'il y a moins de compétition entre les municipalités. Moins Oui. on a de municipalités, moins il y a de compétition entre les municipalités. Donc, là, les municipalités vont vouloir maintenir ce prix-là en, par exemple, ne permettant pas des zonages favorables à la construction, etc. Ça va faire monter les prix, mais ce que ça va faire, c'est que ça va défavoriser l'accession à la propriété résidentielle. Et le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on a déjà moins de propriétaires résidentiels qu'ailleurs. Alors, des municipalités plus petites sont en compétition avec les unes avec les autres. Ça a des effets limitatifs pour ces municipalités-là, on est clair, mais il y a l'objectif de redistribution, l'objectif comme provincial de redistribution de la richesse par l'accession à la propriété. Et d'ailleurs, le fait que, alors qui vient balancer tout ça, et d'ailleurs, le fait qu'on a beaucoup parlé de ça en temps de pandémie, la SCHL l'a souligné dans ses rapports, on a au Québec à peu près 3 fois plus de personnes âgées de 65 ans et plus qui sont, par exemple, dans les RPA par rapport à ce qu'on a dans les autres provinces, Ontario ou ensemble du Canada. Mais pourquoi? Parce que il y a à la base moins de propriétaires et moins de propriétaires chez une catégorie de personnes plus âgées qui a commencé à avoir accès aux instruments financiers plus tard dans sa vie aussi. Alors, donc, il faut qu'on... Même à Montréal, actuellement, malgré toute l'arrivée des condos, on a encore une grande majorité de locataires. Alors, il faut considérer aussi cet aspect-là que l'enrichissement des ménages vient de la capacité d'emprunt et de la propriété résidentielle, et que ça, on a très peu au Québec. Et ça se trouve à être comme des petites municipalités, finalement, qui paient pour ça, parce qu'elles sont plus accessibles pour la propriété résidentielle, mais évidemment, souvent, les valeurs sont moindres et donc le taux de taxation est plus élevé. Alors, ces gens-là, dans des régions, paient souvent des taux de taxation qui sont moins favorables même que ce qu'on paie dans la région métropolitaine de Montréal, qui, elle, est très compétitive sur les taux de taxation de façon générale, et surtout les plus grandes villes sont très compétitives. Effectivement. Mais ça amène aussi, en fait, une réflexion parce que, oui, sur le plan de la taxation, mais sur le plan opérationnel des municipalités, Oui. dans le sens, au niveau des employés, au niveau des gens, au niveau des services, on en parlait justement, moi puis Jasmin, tout à l'heure, où est-ce qu'on se disait, si, dans le fond, pour 2 municipalités où tu as 5 employés chaque, parce qu'on s'entend que les petites municipalités, des fois, tu as 2, 3, 4, 5 employés, 6 employés. Là, on n'a pas des centaines d'employés, on n'a pas des services de toutes sortes. Donc, c'est beaucoup plus difficile peut-être pour l'expertise à aller chercher. Tout à fait. Ou des gens qui ne travaillent pas à temps complet. Donc, ça aiderait, c'est sûr, s'il y avait soit une mixitude des services ou... Oui, comme je dis, garder l'identité. On a parlé tantôt de régie intermunicipale. Dans les plus petites municipalités, c'est souvent une voie à prendre. Le service d'évaluation va être à la MRC. Exact. On se met en commun, on met des services en commun. Bien, je pense qu'il faut sortir, parce qu'on a tous vécu la période des fusions, qui avait un des objectifs, c'était d'augmenter la capacité fiscale Oui. d'un certain nombre de villes. Mais je pense que ce qu'on voit de plus en plus, c'est, oui, il y a la question des revenus, de la fiscalité, mais il faut aussi regarder les charges, à savoir c'est quoi les responsabilités. Ça, on le sent de plus en plus sur le terrain, cette volonté de regarder objectivement la dépense, le niveau de responsabilité, le coût, et de voir comment peut-on, au-delà de la question toujours un peu tabou, est-ce qu'on devrait fusionner ou pas, de regarder compétence par compétence ou responsabilité par responsabilité, de quelle manière on est en mesure d'y répondre, de quelle manière on peut mettre en commun un certain nombre de services, un certain nombre d'expertises. On le sent de plus en plus parce qu'ultimement, les responsabilités deviennent insoutenables Oui, c'est ça. lorsqu'on les prend à bras-le-corps seuls. On le voit notamment en environnement, on le voit en sécurité incendie, ce dialogue qui commence en se disant, est-ce qu'on est capable de se mettre en commun
commun pour mieux répondre et de regarder, oui, l'aspect du revenu, mais aussi l'aspect de la dépense. Et quand on met les deux ensemble, c'est porteur. Oui. De toute façon, probablement que dans l'avenir, les municipalités vont commencer à se ressembler à certains égards. Par exemple, oui, on emprunte actuellement parce que là, il y a toute la question de la réfection des infrastructures. Oui. Donc, ça, on peut emprunter pour la réfection des infrastructures. Oui, parce que ça aussi, c'est correct. Oui. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais de s'endetter pour quelque chose à long terme qui a une vie, mais il faut l'entretenir. Ça, c'est l'autre affaire. Oui. Et aussi, là, on se rend compte qu'il commence à y avoir des municipalités qui utilisent des pouvoirs qui sont dans la loi. C'est-à-dire que, oui, depuis longtemps, là, les prix ont augmenté. Il y a une compétition entre les petites municipalités, mais les prix à l'achat des propriétés ont augmenté. Pourquoi? Parce que, au lieu que ce soit la municipalité qui emprunte, c'est le promoteur qui emprunte. Là, on voit là, les nouveaux projets résidentiels, c'est infrastructure incluse. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les municipalités, et c'est là que la compétition va commencer à s'effondrer un petit peu entre les villes, les municipalités commencent à facturer aux promoteurs aussi ce qu'on appelle les coûts de croissance, c'est-à-dire l'augmentation des capacités. Et là, on touche beaucoup l'environnement. Par exemple, le traitement de l'eau pour arriver à de l'eau potable, etc. Alors là, on voit que les municipalités disent aux promoteurs, bien, on va appliquer un règlement qui va faire en sorte que pour obtenir le permis, non seulement il faut avoir une entente sur les travaux d'infrastructure, mais il faut avoir une entente sur les coûts marginaux. Par exemple, 12 000 par unité, juste sur les coûts marginaux. Et donc, à ce moment-là, la compétition, au moment où ça va se généraliser, la compétition va être moins vive entre les municipalités. Et là, on aura des conditions gagnantes pour une réforme peut-être de la carte municipale avec moins de municipalités au Québec. J'ai envie de vous amener un peu ailleurs. On pourra peut-être faire un pont, Jasmin, mais on en a parlé, on a dit, donc, c'est vraiment la fiscalité qui est liée, donc, à la propriété qui fait en sorte, donc, tout ce qui est foncier, qui fait en sorte que les municipalités sont capables d'offrir leurs services. Dans une perspective de développement durable, on le voit, là, c'est pas nécessairement le meilleur moyen parce que ça fait en sorte qu'une municipalité va vouloir s'étendre, une municipalité va vouloir développer, a besoin de plus de portes, finalement. Alors, est-ce que c'est possible, même dans le contexte actuel, de pouvoir trouver d'autres façons que d'avoir cette... Bien, il y a la densification, mais que d'avoir cette perspective-là? Bien, il le faudra assurément. Mme Piette a avancé l'idée des redevances de développement. D'ailleurs, c'est une grande distinction entre le Québec et l'Ontario. C'est qu'au Québec, on a beaucoup financé le développement ou les infrastructures par le bien public de l'endettement, alors qu'en Ontario, effectivement, on incluait dans le prix du développement le coût de l'infrastructure. Donc, la dette, elle n'est pas à la même enseigne. Donc, évidemment, c'est fondamental. C'est pas évident, mais il le fera. Il faudra trouver une façon, d'une part, de tirer des revenus, qu'on pense à l'écofiscalité ou qu'on pense à... Bon, c'est des concepts un peu généraux, mais il le faudra parce qu'à la fin, il va falloir trouver une valeur environnementale et d'être capable d'en tirer un revenu. C'est un peu ce que Québec a fait en innovant avec la bourse sur le carbone. Il a innové, il a imaginé une source de revenus potentielle pour être capable d'investir dans la transition écologique. On le voit notamment dans le milieu municipal, un grand défi des prochaines années, c'est la protection, par exemple, des milieux naturels ou la décontamination des terrains. Il faudra trouver des sources de revenus pour être capable d'investir là-dedans. Mais pour l'instant, un milieu naturel, sur le plan fiscal, n'a pas de valeur. Et c'est là qu'il va falloir renverser cette tendance-là pour lui donner une valeur et qu'ultimement, elle puisse contribuer sous une forme de revenu parce qu'autrement, on se retrouve effectivement dans un cycle qui est un peu pervers. Mais il faudra imaginer des sources de revenus qui sont liées à l'environnement parce que on n'aura pas le choix, c'est inévitable. Vicky, pour les plus petites municipalités? Oui, en fait, dans le fond, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus difficile peut-être pour les plus petites municipalités. En même temps, tantôt, je suis passée vite, mais en termes d'infrastructure, on sait que les plus petites municipalités ont un renouvellement de leurs infrastructures qui est beaucoup plus lent que les autres municipalités. Mais ils n'ont pas la masse critique. Ou la masse critique, ils ont moins, évidemment, ils ont moins de revenus qu'ils peuvent utiliser pour ça, sauf que c'est, comment je pourrais dire, ça amène qu'il faut le changer pareil, ton réseau d'aqueduc, ton réseau de voirie, tout en tenant compte de tous les éléments qui sont liés à l'environnement durable, les règles. Puis on disait aussi que peu importe la taille de la municipalité, elles doivent suivre exactement les mêmes règles
que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau environnemental. Donc, ça va demander assurément une plus grande gymnastique de leur part, là, d'être imaginatif là-dessus. Donc, effectivement, différentes taxes, mais ce n'est pas nécessairement évident, mais ça va nécessiter des bonnes réflexions. Daniel? Mais il reste encore beaucoup de petites municipalités qui ont très, très peu de réseaux. Alors, dans ces cas-là, ce sont les propriétaires qui privatisent. Et ça explique la différence et ça explique l'attractivité de certains milieux pour certaines catégories de ménages qui veulent accéder à la propriété. C'est que ces ménages-là se trouvent à assumer le risque que présentent, par exemple, les faux septiques, etc. Toute la mise à niveau environnemental, elle est comme privatisée dans ces cas-là par chaque individu. Transférée. En fait, elle est assumée par le propriétaire. Bien, c'est intéressant parce que ça nous amène, on parle de développement durable, mais si on parle de vieillissement de la population, on voit aussi pour les plus petites municipalités, on va revenir aux grandes parce qu'on s'est dit qu'on parlerait d'arrondissement, mais pour les plus petites municipalités, des gens qui avaient, par exemple, dans leur vie active, un chalet quelque part, et là, ils veulent municipaliser parce qu'ils sont inquiets de l'accès, ils veulent pas être obligés d'entretenir et tout ça. Ça aussi, ça met une pression. C'est des payeurs de taxes qui vont devenir payeurs de taxes à l'année, mais ça, c'est un changement majeur pour les petites municipalités? Bien, je pense que oui, c'est un changement, effectivement, puis surtout, avec la pandémie aussi, on va peut-être voir, je ne sais pas, mais on va des peut-être plus jeunes voir aussi. Il va pas juste y avoir des aînés. Effectivement, il va y avoir des impacts parce qu'il va y avoir assurément des gens qui vont vouloir avoir des chalets là, avec le télétravail. Tout ça, ça amène des impacts. Donc, il va y avoir des gens qui vont aller peut-être s'installer dans des plus petites municipalités. J'ai hâte de voir le mouvement dans quelques années. Oui, si c'est durable. Ça, si c'est durable ou pas, ou si c'est juste momentané parce que, justement, on sort de la pandémie, on veut aller plus être besoin d'air, plus tranquille, effectivement. Fait que je pense qu'il va y avoir un impact assurément là-dessus. Mais donc, on revient aux grandes municipalités qui, elles, ont eu l'air d'être plus créatives, moi, je trouve, pour aller chercher différentes sources de revenus. Parce que, bon, on a parlé tantôt du stationnement. Évidemment, je peux bien stationner si j'étais à Saint, je sais pas quoi, de machin. Mais c'est sûr que je vais avoir comme 20 piastres de revenus dans ma journée, là, tu sais, parce que j'ai pas cette masse critique-là. Donc, quand on est une grande municipalité, on a une plus grande capacité d'innover, d'aller chercher des nouvelles ressources. Mais quand on est un arrondissement d'une grande municipalité, les transferts se font pas nécessairement comme on le voudrait. On est assez limité. On est très limité. D'ailleurs, ça aussi, il y a eu une étude de Serrano là-dessus avant la réforme de la dotation des arrondissements. Mais en fait, le problème, par exemple, si on regarde surtout Montréal, parce que là, il y a beaucoup d'arrondissements, mais aussi Longueuil, aussi Québec, il y a des formules politiques différentes. D'abord, le poids, par exemple, du maire d'arrondissement n'est pas du tout le même si on parle de Montréal versus Québec. Là, on a simplement un président désigné d'arrondissement et non pas quelqu'un d'élu. Donc, le poids politique n'est pas le même. Mais malgré tout, à Montréal, malgré que le poids politique des élus, et particulièrement du maire d'arrondissement, soit très grand, parce que là, dans beaucoup d'arrondissements, on parle de 100 000 et plus. Donc, si c'était une ville, on aurait tous les pouvoirs. Ville, on aurait, oui, puis on aurait une des grandes villes du Québec, là. Alors, là, le problème, c'est que dans le cas de l'Ancien Montréal, tous les arrondissements qui sont dans l'Ancien Montréal, qui étaient dans l'Ancien Montréal, on n'avait aucune donnée historique pour partir la formule de détermination des quotes-parts. Alors que les arrondissements qui résultent de villes fusionnées à Montréal, dès le départ, là, dès les années... Alors, ils avaient leurs données historiques. Tout à fait. On parle de Saint-Laurent, Saint-Léonard, etc. Anjou. Alors, donc, on est parti, dans certains cas de données historiques, on a fait évoluer la formule, mais la formule est très limitative actuellement à certains pouvoirs de proximité. Puis même là, il y a des négociations à y avoir. Et c'est pas du tout en lien avec les efforts, par exemple, en développement économique que concentrent les arrondissements. C'est-à-dire, dans le cas des arrondissements, le lien entre les efforts économiques et les rentrées d'argent, c'est un lien qui va peut-être se concrétiser à très long terme, mais on est juste dans un cheminement vers ça, quel que soit... disons, les clashs qu'il y a entre certains élus d'arrondissement et la Grande Mairie de Montréal.
Bien, ça nous amène, moi, je pense, à réfléchir à l'avenir, comment on fait, Jasmin, t'en as parlé, comment on fait pour trouver, parce que il y a toute cette dématérialisation de l'économie. On parle justement de cet étalement, les gens quittent. Bon, bien, là, ça, les gens ont quitté. Pendant la pandémie, les gens ont quitté les grands centres. On verra s'ils reviennent, parce que ça aussi, moi, j'ai un grand questionnement sur les centres-villes, des grandes métropoles. Est-ce que les gens vont y revenir? Est-ce qu'on aura besoin des mêmes infrastructures? Est-ce qu'on aura besoin d'un REM, 2 REM, 3 REM, une ligne bleue, une ligne verte? On ne sait pas. On ne sait pas quel sera le comportement des gens, mais on sait une chose, c'est que les municipalités doivent soutenir autant l'entretien des infrastructures, les nouveaux services offerts dans un contexte environnemental où les choses changent avec un vieillissement de la population. Bien, il ne faut pas oublier que quand on pense à la soutenabilité, on pense aux revenus, mais on pense aussi aux responsabilités puis aux dépenses, parce que les gens qui se déplacent, puis on verra le résultat net, là, évidemment, le balancier va revenir, puis peut-être que dans 2 ou 3 ans, on aura un portrait plus clair, mais il reste que les gens qui s'installent à leur chalet en résidence permanente, finalement, bien, ont aussi des besoins en termes de loisirs, ont aussi des attentes, ont aussi des besoins. Donc, il reste qu'il va falloir regarder l'équation des deux côtés. Ça, c'est fondamental. Et effectivement, à très long terme, il faudra se préoccuper sur quel sera l'avenir des centres-villes. Pour nous, c'est une question fondamentale des prochaines années, à savoir, on vivait déjà des difficultés dans les centres-villes. Oui. Le commerce, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, le commerce avait des difficultés déjà. Et là, on a accéléré beaucoup le commerce en ligne de façon importante. Donc, quel sera le résultat net? Parce qu'il y a un enjeu de vitalité de nos commerces et de se dire, bien, quel sera l'impact fiscal à la fin? Et les pouvoirs publics essaient de trouver toutes les solutions possibles pour essayer de dynamiser les centres-villes. Ça sera fondamental. Et sur l'aspect d'environnement, il faudra effectivement imaginer des situations où comment peut-on utiliser des valeurs pour faire en sorte de protéger des milieux, mais qu'ultimement, on puisse trouver de l'argent pour le faire. Je donne toujours l'exemple du passif environnemental des terrains décontaminés. Je veux dire, on hérite d'un héritage, on hérite d'un passé industriel important, et donc il y a beaucoup de territoires contaminés à travers le Québec, le long de la vallée du Saint-Laurent. Comment fait-on pour les remettre dans le circuit économique, mais en même temps, on a besoin d'investissements majeurs? Comment peut-on faire pour avoir les leviers suffisants pour être capable de faire à la fois de l'économie et de l'environnement? C'est ça le grand défi. Bien, c'était pas la vision là, des zones d'innovation, entre autres, là, ça faisait partie. C'est un immense défi. C'est un immense défi. Y réfléchir. Daniel, on a dit donc tarification, impôt foncier, transfert, parce que Vicky a fait référence. Le gouvernement du Québec transfère, puis le gouvernement fédéral, à travers le gouvernement fédéral québécois. Par la péréquation Exactement, aussi. Il y a une espèce de péréquation. Oui, puis la péréquation municipale qu'obtiennent, entre autres, certaines villes, pas si petites que ça. Là, on pense, entre autres, à Shawinigan. Bon, cette péréquation municipale, elle découle de la grande formule de péréquation fédérale provinciale aussi. Là. Mais je voudrais peut-être revenir un petit peu sur ce que Jasmin disait, la question des centres-villes. Moi, je dirais, il n'y a pas seulement le commerce qui est en difficulté, mais il y a aussi les bureaux. Et ça, c'était la tendance avant la pandémie. C'est un accélérateur, la pandémie. C'est ça. Ce n'est qu'un accélérateur. Mais quand on regarde le centre-ville de Québec, mais aussi le centre-ville de Montréal, on voit que les bureaux, même professionnels, même de services moteurs, avaient tendance déjà à se déconcentrer dans des arrondissements un peu plus périphériques, comme Villeray, par exemple, tu es un spécialiste de ça, mais aussi à Laval, sur la Rive-Sud, etc. Et que les bureaux au centre-ville, soit sont convertis déjà avant la pandémie en résidentiel, même à l'île des Sœurs, actuellement, il y a un édifice de bureaux qui est en train d'être converti en résidentiel. Alors donc, ou alors, c'était des bureaux, au lieu d'être occupés par des entreprises privées, qui étaient occupés par le gouvernement. Et ça, c'est une grosse tendance. Ou qui sont alloués pour à l'usage, là. Oui, voilà. Mais c'est pas du tout les mêmes valeurs à ce moment-là. C'est pas du tout les mêmes revenus pour la ville de taxation non résidentielle. Vicky, un mot de la fin? En fait, les municipalités vont devoir jouer d'ingéniosité pour dealer avec l'ensemble, en fait, des facteurs, que ce soit économique, environnemental,
pour arriver à, justement, passer à travers cet élément-là puis trouver de l'argent pour, justement, investir de tous les côtés. Et rappelons que le dollar est toujours le même dollar, notre dollar. Fait qu'on y est sollicité, notre dollar. Et c'est toujours le citoyen en bout de ligne. Et c'est ça, c'est le dollar du citoyen. Jasmin Savard, Daniel Pilette, Vicky Lizotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour brosser ce tableau sur la soutenabilité du niveau local.